Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est l'homme le plus noir de la terre. La vérité, la justice, c'est ça qui nous guide ici. Il n'y a pas d'autre considération religieuse, communautaire, non. Si ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Benjamin Netanyahu a commencé quelque chose qui ne peut pas finir. Il a d'abord démarré le truc, la guerre contre l'Iran, et quand la riposte iranienne a commencé, le gars a fui pour aller à Chypre. Il est rentré en bateau maintenant pour commencer à raconter ce qu'il raconte là. Mais la réalité est tout autre chose. Et un général français habitué des plateaux de télévision qui raconte les boubas a fait une sortie. C'est-à-dire que c'est étonnant pour lui de dire que Benjamin Netanyahu n'a pas de raison d'attaquer l'Iran. Vous voyez que si l'Israël avait frappé fort et que l'Iran était à genoux, ce général Yakovlev ne devrait pas faire ces genre de déclarations. C'est qu'aujourd'hui, Tel Aviv est détruit en partie, Haïfa est détruit en partie, Jérusalem est détruit, d'autres villes israéliennes sont détruites en partie et que Israël est en difficulté. Donc du coup, ça fait en sorte que les gars deviennent de plus en plus lucides. Imaginez Gaza, personne ne parlait. Imaginez le Liban, personne ne parlait. La Syrie, personne ne parlait. Mais aujourd'hui, avec l'Iran, ils sont en train de dire oui, il n'a pas raison, parce que on a vu que c'était du bluff. La puissance israélienne est plutôt du bluff. Chers amis, chers combattants pour la vérité, chers combattants pour la justice, je vous suggère d'écouter ça. Oui ou non, Israël avait-il raison d'attaquer sans attendre qu'on aille plus loin dans la diplomatie? Moi, j'estime qu'ils n'avaient pas de raison d'attaquer. Ils avaient une fenêtre d'opportunité qu'ils ont exploitée. C'est pas la même chose qu'une raison. Et la raison première pour mon raisonnement, c'est de dire, ils vont faire quoi? Ils font quoi après? Je veux dire, c'est quoi l'exit stratégie? C'est quoi votre plan de sortie? C'est une aventure. Donc c'est du grand n'importe quoi de faire une guerre quand on ne sait pas ce qu'on va en faire. Alors sur le plan, autant sur le plan militaire, alors autant sur le plan militaire, je pense, comme je vous l'ai dit, que Israël a des raisons parmi les autres États dans la région et parmi le premier le plus menacé par une éventuelle bombe iranienne. En revanche, là où je rejoins le général, c'est l'aspect politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites non mais non seulement ils n'auront pas la bombe, mais vous savez quoi, ce régime, il faut qu'il chute. Là, on entre non seulement dans une forme d'aventure, pour reprendre votre terme très juste, hein, je l'assume tout à fait, et dans un véritable risque de se voir finalement perdre la guerre. Alors militairement, Israël ne peut pas la perdre et on le voit bien. En revanche, si Netanyahou établit comme objectif suprême la chute du régime et qu'à la fin des fins, même affaibli, il ne chute pas, avec qu'est-ce qu'on dira avec raison, Israël a perdu. Aidez-nous à comprendre l'énorme armada qui est en train de se mettre en place. Donald Trump, c'est le Wall Street Journal qui le dit, a approuvé en privé. Je sais pas très bien ce que ça veut dire en privé, parce que avec Trump, il n'était pas au golf. C'est ça ce que ça veut dire. Donald Trump a approuvé en privé des plans d'attaque contre l'Iran, mais n'a pas encore donné l'ordre final. On sait que Kourila, le général qui est responsable du Proche-Orient, lui a présenté un certain nombre d'options. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le scénario complet de l'attaque est là. Oui, et ça c'est un aspect qui m'inquiète vraiment. Il y a 15 ans, les Américains avaient fait une grosse étude. Ils avaient déjà la bombe, la grosse, la MOP, et ils avaient dit il n'y a pas de solution militaire pour arrêter le programme iranien. On peut le retarder, on peut le dégrader, mais l'arrêter, non. C'était il y a 15 ans, et ils n'ont pas de nouvel armement depuis, alors que les Iraniens ont développé pas mal de choses. On entendra, tout à l'heure Robert Malek qui dit la même chose que vous. Il n'est pas certain que même avec la méga-bombe, on arrête pour de bon le programme. L'arrêter, ils vont l'arrêter. Mais surtout, le fond du problème aujourd'hui, c'est que les militaires américains qui font des plans, on leur demande de faire des plans. Alors ils font des plans. Mais dans leur culture, et on l'a bien vu en 2003, ils ne disent pas au chef, c'est pas une bonne idée. Vous voyez ce que je veux dire? Chez nous, le CEMA, le chef d'état-major des armées, il va, si le président lui demande des plans, il va faire des plans. Mais il va quand même lui dire, très franchement, techniquement, on sait faire ça. Maintenant, à titre personnel, je pense que c'est pas une bonne idée. Là, Trump s'est entouré de gens qui, culturellement, ne lui diront pas « c'est pas une bonne idée ». Donc les gars vont lui dire techniquement, on peut creuser ce trou là, on peut en creuser un autre là, on peut casser un radar, on peut cogner, chef. On peut cogner, ouais. Et aucun d'entre eux dira « en réalité, si j'étais le président, je le ferais pas ». Vous êtes un cas chimiquement pur, général Yakovlev, de quelqu'un qui a tellement travaillé avec les Américains et qui a gardé une dent contre les Américains. Sur ce coup-là,
ils sont pas de bons conseils. Et Trump est quelqu'un qui n'écoute pas les conseils et qui s'est entouré de gens qui ne le conseilleront pas, de toute façon. Donc c'est la pire des situations aujourd'hui. Je veux dire, l'avenir du monde est entre ses mains. Et quand il joue pas au golf, on ne sait pas qui il rencontre. Alors, je rejoins pour partie ce qui a été dit avec une nuance. Soyez pas trop prudent. C'est quoi, il y a pas trop prudent, avec une nuance importante. C'est que le temps est une donnée fondamentale. Quand on dit oui, mais les Israéliens, de toute façon, ils ne font que reculer le programme nucléaire iranien. Mais bien sûr. Mais le reculer de combien d'années? Peut-être seulement quelques années, quelques décennies au mieux. C'est déjà énorme. Non seulement c'est énorme, mais dans cet interstice temporel, qu'est-ce qui peut se passer? La chute du régime via les Iraniens eux-mêmes, d'une part. D'autre part, potentiellement, l'accession d'Israël à un nouveau dispositif antibalistique, notamment à base de laser. Donc, qui serait encore beaucoup plus efficace que celui qui prévaut aujourd'hui. Par conséquent, gagner du temps n'est pas une aberration stratégique. Allons dans le vif du sujet avec l'ampleur de l'armada. Vous avez vu comme vous répondez avec beaucoup de... Il n'ose pas vous affronte pas frontalement. Il fait attention quand même. Je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas en désaccord du tout. C'est très vrai ce qu'il dit. Regardez les images de l'USS Ford. Il y a d'abord, c'est énorme, on va voir tout à l'heure la carte, il y a les hommes, les avions et les groupes aéronavals. D'abord, regarde, cette image, elle dit tout, la puissance. Expliquez-nous cette image, c'est-à-dire on croit d'abord qu'un porte-avions, c'est juste un porte-avions, c'est beaucoup plus que ça, général. C'est un système d'armes complet, c'est un système de systèmes, parce qu'il est au milieu de frégates, de sous-marins nucléaires qui assurent sa protection. Donc à la fois, c'est un instrument de puissance, parce qu'il vous rapproche, il rapproche vos moyens de frappe, de surveillance, etc., de l'adversaire. On crée une frontière, comme on dit, quand on n'en avait pas au départ. Et en même temps, il y a une vraie vulnérabilité à un porte-avions. Et dans les espaces restreints du Golfe Persique, c'est moyen moins. Et les Iraniens ont développé des capacités navales qui sont, si les Américains frappent les Iraniens, on va voir si les Iraniens ont développé le même niveau que les Ukrainiens en guerre navale. Et ce jour-là, dans une mer fermée comme le Golfe Persique, ça va piquer les yeux à beaucoup de gens. C'est ça, donner une leçon aux gens qui prétendent être forts, qui passent leur temps à parler de leur force sur les plateaux de télévision. Vous savez, avant le déclenchement des hostilités, si on s'en tenait uniquement sur les sorties médiatiques, les experts qui expliquaient des choses, Israël était tellement puissant et que le ciel israélien était couvert, était protégé. Donc il n'y avait pas moyen, c'est-à-dire qu'un moyen où les missiles iraniens pouvaient pénétrer. Mais l'Iran a montré à l'Israël que vous parlez de la technologie, nous sommes aussi un pays avec beaucoup de scientifiques qui pensent déconstruire vos différents mensonges. La réalité est en face aujourd'hui et la Russie et la Chine ne font pas l'affaire de Benjamin Netanyahu ni de Donald Trump. C'est pour cette raison aujourd'hui que, vous voyez, sur les plateaux, les Européens peuvent mettre la pression, on veut négocier, et l'Iran doit accepter. Et l'Iran ne va jamais accepter tout cela. L'Occident doit comprendre que ce qu'ils ont fait hier, qui a marché, aujourd'hui, ça ne peut plus marcher. Parce que tout le monde est devenu intelligent. Tout le monde veut sa propre protection. Tout le monde veut sa souveraineté. Il n'est pas question d'abandonner certaines choses entre les mains des Occidentaux. Ils sont les seuls qui peuvent avoir certains types d'armes. Pourquoi? Pour aller attaquer les autres. Ils ont fait des génocides partout. Dans leur histoire, ils veulent continuer comme ça. On n'a pas le droit d'avoir tel type d'armes. Les missiles comme ça, on n'a pas le droit, mais ils ont le droit de l'avoir. Parce qu'ils veulent dominer, ils veulent continuer à dominer le monde. C'est plus possible. L'Iran vous a passé un message clair. Vous êtes paniqué, le langage change aujourd'hui. Vous voyez, le double langage, le double standard. Quand ça concerne la Russie en Ukraine, aujourd'hui avec l'Israël, c'est-à-dire qu'ils sont tombés dans leur propre piège. Thank you, friends. N'oubliez jamais, je suis l'homme le plus noir de la terre. Si tu as le temps, s'il te plaît, chers amis, abonne-toi.